Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Cissé, coach en même temps technicien à Santhiaba Club, un club amateur de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Nous allons surtout parler de l'équipe nationale du Sénégal, parler des matchs de barrage qu'elle doit jouer contre l'Égypte de Mohamed Salah, c'est-à-dire la double confrontation. Coach, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Olivier, bonsoir à nos amis internautes. Voilà que je reviens encore pour la deuxième fois rencontrer mon ami Olivier, qui vraiment, j'ai pas des mots pour le remercier, et son technicien du jour, Paul. Vraiment, je vous remercie de ce geste, car vous pensez que je suis un technicien appartenant à la ville de Ziguinchor, plus particulièrement à la Casamance, pour m'interviewer dans ce domaine. Coach, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée au Cameroun pendant un mois. Comment trouvez-vous l'organisation de cette CAN? Oui, vous saviez, c'est très important. Quand un pays organise une Coupe d'Afrique, c'est des manches financières à n'en plus finir. Et l'autre problème, c'est que des stades bien flambants en neuf seront vraiment mis à la disposition des acteurs. Et Cameroun 2021-2022, comme on a l'habitude de le dire, c'est une Coupe d'Afrique qui s'est déroulée vraiment dans de très bonnes conditions, à part vraiment le drame qui s'est produit dans le stade et qui a fait plus de 8 morts. Je pense que ça, c'est un drame que tout le monde a vécu. Mais je pense qu'à part ce drame-là, je pense que la Coupe d'Afrique s'était bien déroulée et que vraiment, ils ont joué des matchs de poule très intenses avec un niveau de nivellement de valeur des équipes vraiment d'Africaines qui sont venues pour la première fois et des équipes qui sont vraiment anciennes. Nous avons joué un championnat très correct. Et voilà, donc à ce propos, je dis que l'organisation de la CAN au Cameroun, ça a été bien passé quand même. C'était pas évident au début. Il y a ceux qui disaient que le Cameroun n'était pas prêt pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut repousser la compétition. Oui, vous savez, nous sommes en période de pandémie. Et vraiment, c'est la pandémie qui faisait que certainement la Coupe d'Afrique devait être rejetée. Mais je pense que c'est une organisation dont la CAF vraiment a pris son bâton de pèlerin pour essayer de régler ce problème-là. Et de surcroît aussi, nous avons vu vraiment un Eto'o, fils, qui était déterminé que le Cameroun devait organiser cette Coupe d'Afrique-là. Je pense que c'est vrai, c'était un contexte très difficile, mais je pense qu'il faut tirer chapeau à l'État camerounais, et tirer chapeau à Eto'o, fils, qui a dû prendre sa responsabilité pour faire jouer cette CAN-là. Parce que vous prenez l'exemple des Européens, ils ont joué la Ligue en pleine Covid, et ça a réussi, et je pense qu'ils ont parti jusqu'en finale. Et voilà qu'aujourd'hui, pour montrer à la face du monde que l'Afrique aussi s'est organisée, c'est prendre aussi sa responsabilité dans ces cas-là. Parce que le Covid était vraiment une chose qui était vraiment très difficile à gérer, parce que vous vous rendez compte que même dans la compétition, il y avait tellement de problèmes. Mais Dieu merci, ça a été vraiment dur, mais je pense qu'il faut tirer chapeau à l'État camerounais, tirer chapeau à fils Eto'o, qui a pris sa responsabilité, et qui, partout, les Africains ont dû prendre le responsabilité pour dire que nous sommes capables d'organiser cette phase-là. Vous avez parlé du coronavirus. On a vu pendant cette CAN, lors des premiers matchs, il y avait trop de cas positifs. Même le Sénégal a rencontré ce problème avec Kalidou Koulibaly. Aussi, il y a le cas de Zimbabwe, le Burkina Faso. Et cette question a causé beaucoup de polémiques. Certains ont dit que c'est la faute au Cameroun, et Samuel Eto'o même, il en a parlé. Et en tant que coach, comment vous avez trouvé cette situation? C'est un effet contraire par rapport à ce qu'on attendait. Le Covid avait tellement posé de problèmes que les gens, en ce moment donné, étaient dans des difficultés. Il y avait beaucoup d'équipes qui, au départ, n'étaient pas vraiment très prêtes. Et par la suite, je pense qu'ils ont pris le taureau par la corne pour rectifier certaines choses. Je ne dis pas que les Camerounais ont dû tricher dans les autres équipes pour leur dire qu'ils ont des jeunes Covidés. Et pour eux, on a vu 0 cas. Mais je pense que dans l'ensemble de la situation, je pense qu'après, les gens ont compris qu'il faut mettre les garçons dans de très bonnes conditions, les gérer, les bunkeriser, comme on le dit. Je vois qu'à l'approche après vraiment des choses très sérieuses,
Nous avons vu le cas de Covid qui sont tellement rares par rapport aux équipes. Maintenant, il y a des équipes qui ont vraiment eu la malchance de tomber dans ces cas-là. Nous avons vu le Comore qui a joué contre le Cameroun. Nous avons vu des équipes qui, au départ, avaient 11 Covid comme le Sénégal. La majeure partie des cadres étaient Covidés. Je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui, le championnat est parti jusqu'à son terme. Je pense qu'il faudrait remercier quand même nos techniciens médicaux qui étaient là-bas. Parce qu'ils ont dû gérer beaucoup de choses et qui ont pris leur charge et qui ont pris le temps de pouvoir bunkeriser les équipes. Mais dans ce cas fait, moi j'étais un peu pessimiste par rapport à ça. Parce que, pourquoi? La CAF qui doit charger de faire les tests Covid. Malheureusement, je ne sais pas par rapport à quelle situation que les Camerounais faisaient des tests. Je pense que ce genre de problème, il faut amener une contre-expertise pour pouvoir vraiment élucider certains cas. Heureusement que la chose a été vraiment dénudée et qu'en cette circonstance, ils ont pu maîtriser ces cas-là et voilà, les équipes ont joué tranquillement leur canne. Au début de l'émission, vous avez parlé du niveau de jeu des équipes, surtout les équipes qui ont pour la première fois participé à cette compétition très importante pour le continent africain. Est-ce que lors de cette compétition, vous avez été impressionné par le niveau de jeu de ces équipes? Ben, on peut citer la Gambie, on peut citer le Comore, on peut citer tant d'autres. Hein, le Zimbabwe, mais je pense que quand les matchs se sont déroulés, au finish, on a vu quand même un nivellement de valeur. Nous avons vu toutes les équipes, c'est vrai, il y en a qui sont rentrés chez eux, il y en a qui sont restés pour jouer les huitièmes de finale, quarts de finale et demi-finale. Mais je pense que beaucoup d'équipes sont rentrées, faute de ne pas essayer quand même. Ils ont tant bien que mal essayé, il y avait de bonnes équipes, mais c'est comme ça la compétition, il faut qu'il y ait des équipes qui rentrent, il y a des équipes qui restent. Mais quand vous voyez l'ensemble des matchs et vous faites le ratio des buts marqués, je pense que cette CAN-là était une CAN défensive. Nous avons vu beaucoup d'équipes travailler en système défensif pour ne pas prendre des buts. Maintenant, nous pouvons citer que le Sénégal, qui est mon pays d'origine, qui vraiment je les félicite, ils ont fait une CAN extraordinaire au niveau de la défense parce que quand vous regardez, ils ont encaissé que 2 buts jusqu'à aller en finale. Je pense que nous avons vu des équipes très entreprenantes et nous avons vu aussi des révélations dans des équipes comme la Guinée équatoriale. Nous avons vu des garçons qui ont vraiment émergé du lot et nous avons vu aussi des équipes qui, pour la première fois, sont venues pour la CAN, mais sont imposées. Je prends l'exemple de la Gambie, du Comore. Je pense que c'est ça aussi. Et ça, c'est un nivellement de valeur que l'Afrique est en train de bonifier. Parce qu'auparavant, on venait à la CAN, c'était des 2-0, c'était 3-0, 4-0. Mais nous avons vu des matchs étriqués. Des matchs 1-1, 2-1. Et peut-être au finish qu'on a vu des matchs qui se terminaient par 4, par 3-1. Mais tout ce qu'on fait, nous avons vu quand même des équipes qui s'étaient bien préparées pour cette CAN-là. Et la préparation n'était pas vraiment une préparation, comme on le dit, du second rôle. Ils sont venus pour jouer leur chance, ils ont joué grandement leur chance. Bon, c'est une compétition, il faut qu'il y ait quelques équipes qui rentrent et qui vont rester jusqu'à la finale. Je pense que les équipes qui sont rentrées, comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont pas démérité. Ils ont joué grandement leur chance et peut-être la prochaine fois, ça sera la bonne. La Gambie qui a joué les quarts de finale face au pays organisateur, le Cameroun. Est-ce que vous êtes surpris de voir cette équipe arriver à ce niveau? Oui, surpris, c'est vrai, parce que le mot est vraiment bien placé. Mais quand même, si vous faites un peu l'historique, je pense que cette équipe gambienne a déjà eu son temps, comme on le dit, de construction. Quand vous regardez les U19, les U20 qui étaient là-bas, ce sont eux qui sont regroupés actuellement pour constituer cette équipe de cette Gambie-là. Mais dans l'équipe gambienne aussi, il faut qu'on ait aussi vraiment cet œil de dire qu'il y a des joueurs qui évoluent dans le championnat allemand. Et dans le championnat sénégalais, qui ont passé dans le championnat sénégalais et qui sont partis à l'Hexagone. Et c'est des garçons qui sont dans des clubs aussi qui se battent pour rayonner le football gambien. Mais Gambie n'a pas démérité parce qu'ils ont chuté en quart de finale avec une équipe camerounaise à domicile. Mais ce jour-là, c'est vrai, on n'a pas trop compris la réaction des Gambiens. Ils s'étaient trop enfermés en eux pour ne pas jouer. Mais s'ils avaient décidé d'attaquer le Cameroun, certainement, ils doivent avoir des satisfactions. Mais malheureusement, ils sont venus, ils étaient un peu crispés. Mais pour moi, il fallait mettre la crispation vraiment là-bas et venir jouer sa chance parce que c'était la première fois. Donc que le Cameroun vous gagne, ce n'est pas un déshonneur. Que vous gagnez une équipe camerounaise, ce sera vraiment un honneur. Pour moi, l'équipe gambienne, c'est une équipe à surveiller de près parce que je sais que s'ils reviendront certainement avec ce même effectif, avec vraiment un sérieux total, je pense qu'ils vont faire mal.
Autre surprise de cette CAN, c'est l'Algérie qui s'est vue éliminée dès les matchs de poule. Il ne faut pas se voiler la face. L'Algérie était revenue certainement pour confirmer. Mais ce n'était pas facile pour l'Algérie. Parce que d'abord, son match de poule a été des matchs très difficiles. Et je pense que même quand vous regardez le parcours algérien, je pense qu'ils ont été quand même tenus en échec par des équipes. Mais par rapport à leur évolution, quand vous regardez, c'est vrai, il y avait Mahrez qui était dans cette équipe algérienne, qui en 2019 a bien brillé par rapport à 2022. Parce que quand même, Mahrez, c'est vrai, c'est un garçon extraordinaire, un talentueux garçon, mais je pense que ça ne suffisait pas à lui seul pour gagner les matchs. Et le style que les Maghrébiens, les Algériens sont venus cette fois-ci, je pense qu'ils ont raté leur coaching. Parce qu'en 2019, ils avaient montré qu'ils étaient là pour chercher la coupe. Ça se voyait dans l'entame de leur compétition. Parce qu'avec le Sénégal, ils ont montré que voilà, ils sont venus, avec Belmadi qui est venu pour la première fois jouer une CAN, il a voulu vraiment faire un hold-up et il a réussi. Mais cette deuxième CAN-là, je pense que l'Algérie a complètement flanché. Et je pense que Nintete aussi, je pense aussi la valeur des équipes aussi qui sont venues cette année et qui ont refusé aussi catégoriquement de dire qu'ils ne seront pas humiliés. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué sur l'Algérie. Surtout quand on joue contre détenteurs du titre. Du titre, mais c'est ça. Je pense que la pression venait correctement du côté algérienne que du côté des autres équipes qui ont rencontré l'Algérie. Et je pense que aussi, ce qui a été déterminant, je pense que la préparation des autres équipes qui sont venues et qui ont les mêmes tempéraments que les Algériens ont gêné beaucoup aussi le football algérien. Donc on peut donner raison à ceux qui disent qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais il n'y a plus de petites équipes, Olivier, parce que petite équipe c'est quoi? Auparavant, c'était 18 équipes qui se qualifiaient pour aller à la CAN. C'était, c'est vrai, de grosses pointures qui y allaient. Mais quand vous regardez aujourd'hui, partout ailleurs dans le monde, il y a des gosses qui quittent les pays africains pour aller vers l'Hexagone. Ou bien, c'est des gosses natifs, n'est-ce pas, des pays de l'Hexagone qui reviennent jouer dans leur équipe nationale. Vous prenez l'exemple de la Guinée équatoriale. La totalité des garçons sont nés en Espagne et d'autres sont nés au Brésil. Mais ce maillonnage d'esprit de jeu qui fait que quand ils reviennent dans leur pays, mais ils ont beaucoup de confiance. Ce qui a fait que cette année, il y avait un bon nivellement de valeur. Et toutes les équipes, quand elles jouaient, tu les regardais jouer, tu pensais que est-ce que ce n'est pas des équipes qui sont venues pour la première fois ou bien des équipes qui ont l'habitude de venir dans cette compétition-là. Mais c'est un nivellement de valeur. Et les équipes maintenant, ils ont compris qu'il faut aller chercher des coachs, il faut aller chercher de bons physiciens, il faut aller chercher de bons préparateurs physiques. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons vu des équipes africaines qui sont en train de monter en puissance. Ça, moi, je suis très satisfait sur ça. Parce qu'il n'y a pas de petite équipe maintenant, Olivier. Coach, pour revenir sur le pays organisateur, le Cameroun, avant même, je peux dire, le début de la compétition, qui se voyait déjà en finale, puisqu'il y avait beaucoup de confiance, mais finalement, cette équipe s'est contentée de la 3e place. Est-ce qu'on peut dire que c'est une CAN ratée pour le pays organisateur? Bon, vous savez, quand vous organisez, la première chose, c'est d'aller prendre le trophée. Mais malheureusement pour les Camerounais, ils ont chuté en demi-finale avec une équipe égyptienne qui en voulait plus aussi et qui est venue, qui a posé beaucoup de problèmes à cette équipe camerounaise-là. Mais Cameroun, je pense que aussi, ils ont été victimes par moment de leur fatigue. Parce que je pense qu'ils ont enchaîné des matchs très tendus. Surtout vous regardez les quarts de finale jusqu'en demi-finale. Même les 8e de finale, ils ont joué des matchs très tendus. Et ce qui fait qu'ils avaient tellement de joueurs usés, épuisés par moment. Et quand vous regardez l'équipe camerounaise, il n'y avait que 2 buteurs qui sont au niveau de l'attaque. C'était Vincent Abouakar, c'était Toko Ekambi. Mais en demi-finale, vous avez vu, ils ont été bloqués par les Égyptiens. Et les Égyptiens ont fait esprit de les pousser jusqu'à 120 minutes et aller jusqu'au tir au but. Mais ça, ce n'est pas tombé du hasard. Je pense que les Égyptiens ont bien lu le jeu camerounais pour pouvoir les bloquer. Par moment, ils ont même endormi l'équipe camerounaise parce qu'ils ont pris des ballons, ils ont essayé de jouer. Et par moment, ils ont triché aussi. Parce que vous avez vu combien le gardien Gabassi est à terre pour qu'on puisse le remplacer. Mais il a triché jusqu'à avoir le rythme camerounais à baisser par rapport à ça. Je pense que aussi, pour moi, le Cameroun est tombé dans l'euphorie. Parce que pour moi, c'était une chose qu'il a dire, nous allons jouer cette CAN-là pour aller en finale.
Mais malheureusement, ils ont été trompés par les Égyptiens, et les Égyptiens ont bien joué le coup pour les amener en 120 minutes et aller au tir au but. Je pense qu'il fallait avoir une équipe camerounaise qui d'antan emballait le match, qui d'antan poussait pendant 90 minutes, qui d'antan jouer rapidement dans les espaces pour aller attaquer la défense adverse. Leur transition était trop lente et ils avaient aussi Otto et Kambi qui n'étaient pas vraiment ce jour-là dans de très bons jours, et Vincent Bokar qui était muselé par la défense égyptienne. Je pense que c'est ce qui fait qu'ils ne jouaient pas. Et ensuite, c'est une chose tactique. Je pense que la défense camerounaise a tellement calculé Salah, jusque quand vous regardez dans le système de piston que nous, Tolo devait faire sur le côté gauche, il ne l'a pas fait. Il est resté sur place pour ne pas amener du Tunis vers l'attaque. Ils avaient peur de Salah. Ils ne voulaient pas dévoiler leur défense parce que Salah aussi, quand 1 contre 1, il peut faire mal. Je pense qu'il a pu bloquer la défense camerounaise, et que cette défense camerounaise a tellement joué sur derrière qu'ils n'avaient pas la possibilité d'aller amener du 109 à leur attaque parce qu'ils avaient des pistons du côté droit Faye et du côté gauche avec nous Tolo. Mais quand vous regardez le match contre l'Égypte, ils n'ont pas pu faire cette attaque-là offensive devant. Serge internaute, pour vous rappeler que vous nous suivez toujours sur votre radio municipale. Pour ce numéro de votre émission RMZ Sport, nous avons eu l'honneur d'avoir un coach et en même temps technicien de Santhiaba Club, Cheikh Cissé. Coach, nous allons un peu parler de l'équipe nationale du Sénégal. Comment vous avez trouvé ce début un peu timide de l'équipe nationale du Sénégal? Oui, Olivier, ça, quand on regarde l'effectif du Sénégal, avant qu'il n'aille à la CAN, on disait quand même que c'était l'équipe favorite. Vu son positionnement au niveau de l'Afrique, son positionnement au niveau de la FIFA. Et ensuite, voilà, ce qui faisait que, au départ, ils avaient des difficultés. Parce que Aliou n'a pas su regrouper son effectif total. Aliou avait des joueurs covidés, par-ci, par-là. Et quand vous regardez même Aliou, quand il récupérait ces joueurs venant de l'Hexagone partout, pour qu'il les récupère à Dakar, c'était des problèmes, parce qu'ils n'étaient pas tous là-bas. Mais il avait un groupe qu'il avait un peu préparé, et ce groupe-là qui était parti jusqu'au Cameroun, mais qu'il a laissé aussi des Covidés ici au Sénégal. Arrivé au Cameroun, ils avaient encore des joueurs qui n'étaient pas disponibles à sa main. Alors ce qui faisait que nous avons une équipe sénégalaise diminuée, mais une équipe sénégalaise aussi qui a dû gérer. Parce que vous avez des ténors qui sont out dans ton équipe. Vous allez en compétition majeure. Vous perdez la totalité de vos joueurs qui faisaient vraiment la fierté de cette équipe-là. Vous les perdez entre-temps. Mais on a géré par moment des joueurs qui, peut-être, dans leur esprit, n'étaient pas prêts à jouer cette CAN-là, certainement. Ils devaient jouer le deuxième rôle, comme on le dit. Mais arrivés au Cameroun, on les a mis dans le fait accompli parce qu'il y avait des joueurs covidés. Si on avait perdu Kalidou Koulibaly. Justement, mais c'est comme ça. Je pense que Kalidou, on l'avait perdu. On avait perdu des ténors, mais Edouard Mendy, qui était le meilleur gardien, comme on le dit actuellement, du monde, mais qu'on l'avait perdu au début. Qui était là-bas, nous avons un certain Dien qu'on ne connaissait pas trop, mais qui a gardé le but et qui a donné satisfaction. Nous avons vu notre garçon Fatih, qui était sur le banc, et qu'on le félicite au passage, parce que vraiment, voilà, c'est une chance d'aller en Coupe d'Afrique et se mettre sur le banc. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait rappeler. Mais pour vous dire que le Sénégal était parti un peu, vraiment, avec... voilà, on a démarré timidement et on a terminé fortement. Les gens ont critiqué le système d'Aliou Cissé et l'ont même surnommé El Tactico. Et vous, en tant que coach, quelle appréciation faites-vous par rapport à cela? Vous savez, des fois, on peut reprocher à Aliou, pour eux, il est tenté de tâtonner, ou bien il est tenté de mettre une place dans son système de jeu qui n'était pas cohérent. Or que Aliou, quand vous regardez, mais il a joué le 4-3-3 jusqu'à aller en finale. Et ce 4-3-3 l'a valu satisfaction. C'est vrai, vous savez, vous perdez des ténors dans votre équipe. Vous mettez des joueurs certainement qui ils devaient jouer le deuxième rôle. Partant de là, ils ont su gérer. Et ils ont su jouer les matchs jusqu'à vraiment gagner le premier match avec des difficultés, mais sur un match de penalty. Ce jour-là, quand vous regardez Sadio Mané,
par rapport aux autres qui étaient là. Mais c'était le seul Sadio Mané qui était vers le qui avait la possibilité vraiment de pouvoir bousculer cette équipe-là parce que Famara Diédhiou n'était pas là-bas. Nous avons certainement Boulaye et l'autre là, mais Ismaël Sarr était out. Mais ça, c'était des difficultés qu'Aliou a rencontrées. Mais pour vous dire que c'est après que les gens ont réalisé que avant de faire des critiques, il faut aller jusqu'au bout. Je pense que Aliou, c'est vrai, on pouvait le critiquer parce que c'est l'équipe première de l'Afrique qui joue avec une équipe novice qui a fait 1-0 ou bien qui a fait match nul. On va critiquer parce que pourquoi? On attendait que le Sénégal puisse gagner par 1-0 ou 2-0. Mais un match de football, ça se gère. Il a terminé combien? Premier de sa poule avec 5 points. Donc c'était dire qu'il a démarré avec des difficultés. Et sur le plan jeu aussi, tant bien que mal, les garçons ont répondu par moment. Hein? Je pense que ça, c'est une satisfaction. Parce que si ce n'était pas une satisfaction, on allait les battre. Mais il a dû gérer pour ne pas avoir une défaite quand même. Il a une victoire et 2 matchs qui lui faisaient qu'il avait 5 points. Je pense qu'Aliou a déjà tiré son épingle de jeu parce qu'il s'était déjà qualifié en deuxième tour. Maintenant, quand on parle de l'équipe du Sénégal pendant cette CAN, quel jour vous a beaucoup plus impressionné? Nampalys. Salou Ciss. Parce que pourquoi, quand Nampalys venait dans cette équipe-là, il ne jouait pas trop à l'extérieur, blessé. Il n'avait pas un temps de jeu extraordinaire. Et certainement, je faisais partie des gens qui disaient que, attention, Nampalys, si on le mettrait pour la CAN, est-ce qu'il ne va pas avoir des difficultés physiques? Mais on a vu un Nampalys transcendant en milieu de terrain, le meilleur récupérateur vraiment de l'équipe sénégalaise. Et Salou Ciss, par moment on disait que Salou Ciss ne plongeait pas sur le flanc pour faire le piston. Mais on a vu Salou Ciss dans cette compétition-là qui était vraiment meilleur latéral gauche de toutes les équipes qui étaient parties à la CAN. Parce que quand même Salou Ciss nous a fait sortir au lieu de deux matchs. Parce que d'abord, quand vous regardez le match en demi-finale et que vous regardez le match de la finale, Salou Ciss a joué son épingle de jeu, il a tiré son épingle de jeu. Je pense que ces joueurs-là quand même, ils m'ont beaucoup impressionné. Ismaël Sarr qui vient après. Parce qu'après une longue blessure et qui a joué presque une demi de mi-temps pour la première fois et qui a marqué un but. Et qui revient encore comme deuxième match encore, qui joue en deuxième mi-temps, qui revient fort et pour la finale, il joue partant. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait vraiment lire entre les lignes pour dire que quand même, nous avons des garçons qui, quand Aliou a récupéré son ossature, on peut bousculer tous les bababs. Voilà. Mais Abdou Diallo aussi, il était costaud en défense. Abdou Diallo, c'est un peu comme on l'appelle le ministre de la Défense avec Kalidou. Parce que c'est vrai, au départ, on disait que cette paire-là était incompatible. Parce que Abdou Diallo, il est gaucher, Kalidou joue son pied gauche plus particulièrement. Il joue difficilement sur son pied droit. On attendait à voir Papa Abou Cissé et Koulibaly, ou bien Cheikh Kouyaté et l'autre là. Mais on a vu que Aliou a insisté sur cette paire et cette paire a bien réussi, a bien tenu. Mais je pense qu'on prend l'exemple de Abdou Diallo. Mais il est bien au PSG et il joue comme axe et il joue comme latéral. Donc c'est un but, comme on l'appelle, il peut jouer comme latéral, il peut jouer comme axe central. Nous avons vu Kalidou Koulibaly. Après son absence, lorsqu'il est revenu, nous avons vu quand même un grand Kalidou Koulibaly qui a guidé la défense, qui était le patron de la défense sénégalaise. Et qui a montré que voilà, Kalidou Koulibaly, c'est le numéro 1 aussi de la défense. Parce que quand même, capitaine, brassard de capitana. Ensuite, quand vous le regardez dans le terrain, c'est un patron. Parce que c'est lui qui a la défense et qui oriente bien la défense et qui n'a pas, même pas à un certain moment donné, flanché. Je pense que Kalidou et Diallo, c'est une bonne paire. Gana Gueye jouait un rôle très important. Et ce rôle-là, c'est un rôle défensif qui mettait bien en place. Quand vous voyez l'équipe sénégalaise, quand vous les attaquez de front, vous avez vu Gana Gueye, vous avez vu Nampalys. Parce que là, pourquoi? Nous avons vu ces reprises défensives-là, ils font la forteresse de la défense, parce qu'ils sont devant la défense. Donc pour les pénétrer, c'est un peu difficile. Et Ghana a joué un rôle très important, c'est vrai. On entend de Ghana, plus que ça, mais pour moi, Ghana a joué son rôle que Aliou l'a confié. C'est important.
Parce qu'il ne faut pas regarder un match pour dire que voilà, c'est Gana Gueye, il doit faire de temps en temps, il va faire des tirs, il va faire boxe comme on le fait au PSG. Mais ça peut aussi changer de rôle. Aliou peut dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de Gana Gueye dans cette situation-là. Et Gana Gueye, je ne veux pas que vous dépassiez le rôle central pour ne pas être découvert. Je pense que le Sénégal a vu avec un bloc défensif très dense, à l'occurrence Gana Gueye et Nampalys. Je pense que vraiment, dans ce formule-là, nous avons vu un Gana Gueye transcendant qui a vraiment tiré son épingle de jeu. Maintenant qu'on l'attendait comme Gana Gueye au PSG, qui prenait des ballons pour mettre à l'offensive, mais ça, c'est un rôle. C'est un rôle. Comme parce que chaque entraîneur doit donner un rôle à son joueur. Je pense qu'Aliou a bien donné Gana Gueye son rôle et qu'il a bien assumé quand même. Et Sadio Mané est le meilleur joueur de cette équipe du Sénégal, il faut le dire. Quelle analyse faites-vous par rapport à son niveau de jeu lors de cette compétition? Mais pour vous dire, ce garçon, c'est lui qui a donné satisfaction. Quoi qu'on dise, même si par moment on a dit que ses débuts étaient un peu timides, mais nous avons vu un Sadio Mané transcendant et qui a porté son équipe. C'est important, Olivier, parce que vous êtes le porte-standard d'une nation. Et Sadio Mané faisait partie de ces porte-standards. Et quand vous regardez Sadio Mané, après au finish, c'est tout le Cameroun qui était derrière lui, c'est tout l'Afrique qui était derrière lui, c'est tout le monde qui était derrière lui, parce que pourquoi il a porté cette équipe-là. À un certain moment donné, même le Sénégal était en difficulté, c'est Sadio Mané qui prenait le ballon, qui faisait la différence. Des huitièmes de finale à la finale, jusqu'à la finale, je pense que c'est 4 matchs couperés. Nous avons vu quand même un Sadio Mané très transcendant. Et puis, un Sadio Mané aussi humble. Un Sadio Mané, les qualificatifs sont tellement nombreux que vraiment il faut donner à ce garçon tous ces qualificatifs d'un homme responsable. Parce que quand vous voyez Sadio Mané vers les années 2015 et vous voyez Sadio Mané 2019-2021, je pense qu'il y a un changement en lui. Et il a montré que voilà, ce qu'il faisait à Liverpool, il le fait dans son pays. Et c'est un garçon généreux, un garçon vraiment, comme je le dis, humble, mais un garçon aussi très sérieux aussi. Mais aussi qui fait des fils à retordre à la défense adverse. C'est un garçon qui a tout vraiment pour donner à son pays tout ce qu'il a aujourd'hui. On peut dire aussi qu'il est aussi fort mentalement puisqu'il a raté le penalty dès le début de la finale. Aussi nous sommes partis au tir au but, il a pris la décision de tirer. Ce n'est pas donné à n'importe quel joueur, il aurait dit se décourager et tout ça. Mais cela n'a pas joué si on voit réellement l'engagement qu'il avait. C'est important aujourd'hui pour les joueurs. Oui, c'est important, c'est important. Bon, pour le penalty contre l'Égypte, je pense que ce n'était pas un Sadio Mané concentré quand même. Parce qu'il a tellement suivi ça là dans ce qu'il faisait avec son gardien. Et je pense que moi, ce côté-là, je n'étais pas d'accord avec lui. Comme il y avait penalty, je pense que pour la première fois, Sadio Mané s'est déconcentré là-bas. Mais c'est un garçon très fort mentalement. Vous voyez, lorsqu'il a raté le penalty, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur ses deux mains pour dire au public, je vais réparer. Et effectivement, pour le dernier tir, il a pris la responsabilité d'aller tirer. Mais vous avez vu la manière dont il a tiré le dernier tir. Mais Sadio Mané tire comme ça ses penalty à Liverpool. Je pense qu'il est venu concentré. Et il a mis sur le côté droit, là où le gardien a bien calculé et est parti, mais il a mis sur le coin du poteau. Ça, c'est des penalty qu'aucun gardien ne peut prendre. Parce que c'est des penalty qui sont difficiles à prendre. Même si vous avez lu qu'il allait mettre ça sur le côté droit, il a mis sur le côté, de telle sorte que vous ne pouvez pas plonger pour aller prendre le ballon. Et il a fait d'une manière responsable. C'est ça aussi une responsabilité. Ce garçon-là, vraiment chapeau pour lui, parce qu'il a été très grand, il a été très responsable et je pense qu'il est aussi dans sa maturité aussi. Coach Sénégal, champion d'Afrique, est-ce que vous l'avez vu venir? Bon, c'est des choses qui arrivent et certainement on va dire ouf. Parce qu'au départ, moi je disais à la radio avec mon ami Ben, et Ben aussi, il faisait de belles analyses sur ça. Le Sénégal a démarré avec des difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Je ne pense pas qu'aucune équipe n'a été dans ces difficultés-là. Sauf le Sénégal. Parce que le Sénégal a perdu 11 titulaires au départ. Ce n'était pas évident. Mais Olivier, lorsqu'on est arrivé en 8e de finale, moi j'ai cru à cette équipe-là. Parce que je savais qu'avec cette montée de puissance
de cette équipe-là. Nous allons partir en finale. Maintenant, avec quelle équipe, je ne savais pas. Pour moi, il fallait éviter le Cameroun. Et Dieu a fait bien chose. On a évité le Cameroun, on est tombé sur l'Égypte. Mais pour vous dire que, moi j'avais ce pressentiment quand même. Que quand même, nous allons avoir ce Sénégal-là qui va aller en finale. Parce qu'il nous a montré que, au fur et à mesure des compétitions avancent, nous avons vu une équipe sénégalaise qui est tentée de monter en puissance. L'équipe type de cette CAN, le Sénégal s'est retrouvé avec 4 joueurs. Oui. Il y a Edouard Mendy, Nampolis, Salou Ciss et Sadio Mané. Est-ce qu'on peut dire que Kalidou Koulibaly a sa place dans cette équipe? Bon, je ne sais pas par quels critères qui font ces genres de classement. Mais pour moi, Kalidou Koulibaly, vraiment, devait être dans l'axe. Parce que quand même, toutes les équipes qui ont joué cette CAN-là, si on devait citer les mastodontes d'une défense, Kalidou Koulibaly ne serait pas en rade. C'est vrai, nous avons vu le Burkinabé Top Soka qui était bon quand même, mais Kalidou Koulibaly, je pense qu'il méritait quand même sa place dans cette équipe-là. Mais je pense que certainement, comme il y avait 4 Sénégalais, s'ils mettaient un 5e ou un 6e, on allait dire que peut-être tout le Sénégal a été dans ce classement-là. Mais pour vous dire que, je ne sais pas dans quels critères ils ont pris pour mettre cette équipe-là, mais Kalidou Koulibaly devait avoir sa place là-bas. Coach, je sais, vous avez un peu parlé d'Aliou Cissé, il était critiqué. Pas mal de Sénégalais l'ont critiqué dans des émissions. Tout le monde était spécialiste de football au Sénégal. Mais aujourd'hui, Aliou Cissé, il est arrivé à hisser cette équipe du Sénégal en donnant au peuple sénégalais le premier trophée. En tant que coach, quand même, un mot à l'endroit d'Aliou Cissé. Aliou, c'est un garçon qui est fort mentalement. Aliou, c'est un garçon quand même qu'il faudrait remercier parce que quand même, quoi qu'on dit, il était tellement mis sous pression que vraiment il a su gérer. Et je pense que aussi ces critiques-là l'ont bien grandi. Parce que quand même un entraîneur, c'est vrai, il faut avoir l'oreille attentive des critiques. Parce que ça peut faire bonne chose des fois, ça peut déranger. Mais Aliou, je pense qu'il faudrait voir Aliou vraiment dans son métier qu'il est en train de faire. Il a duré dans ce métier-là. Et par rapport aux résultats qui se sont succédés, quand vous voyez en 2017, Aliou était éliminé en quart de finale. On est parti pour le mondial. Après, nous sommes assis en premier tour, mais on n'a pas démérité pour le mondial. En 2019, il a joué la finale. Il a perdu par 1-0 avec l'équipe algérienne. En 2021, en 2022, Cameroun, il était en finale, il a gagné. Mais regardez le chemin qu'il a eu à faire. Il faut être un entraîneur, comme on le dit, têtu, un entraîneur engagé, un entraîneur vraiment plein de personnalité pour arriver dans cette situation-là. Parce qu'à un certain moment donné, certainement dans son esprit, il pouvait même jeter l'éponge, mais il ne l'a pas fait. Mais aussi, il a été aussi d'un apport extraordinaire parce qu'il avait des hommes derrière lui aussi, qui l'ont bien soutenu. À l'occurrence, le directeur clinique, Maïsen Mar, à l'occurrence, le ministre des Sports, en l'occurrence, le président Macky Sall, qui l'a vraiment bien soutenu parce que quand vous regardez ces trois-là, ils ont dû gérer et ils ont dû dire à Aliou, voilà, on te fait confiance et continue. Et à partir de cette confiance-là, Aliou avait vraiment un cœur à l'ouvrage et il avait aussi un cœur de lion, ce qui a fait aujourd'hui qu'il est vraiment au-delà de cette victoire-là. Pour vous dire, un entraîneur, c'est le mental. Un entraîneur, c'est, comme on le dit, l'oreille attentive. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui, à un certain moment donné, comme on le dit, prend ses responsabilités. Aliou a pris ses responsabilités et voilà qu'il en est sorti avec Ragaïd. Et je pense que je le tire chapeau, c'est un frère à moi. Et Aliou, je pense que c'est un garçon qu'on doit vraiment plus décorer parce qu'il a été capitaine de cette équipe-là en tant que joueur. Et aujourd'hui, il est devenu entraîneur qui a gagné son premier trophée continental. Donc je pense que vraiment, pour ne pas lui dire, moi je le fais maréchal, parce que quand même c'est quelqu'un qui a dû se battre fermement pour avoir ce trophée-là. En 2019, c'était Belmadi
qui avait donné la Coupe d'Afrique aux Algériens 2022 à l'UNCC. Est-ce à dire que l'Afrique doit faire confiance à ses propres produits? Mais l'expertise locale, c'est important. Moi, je pense que c'est vrai, comme on le dit hein, souvent, nous ne sommes pas contre des sorciers blancs qui viennent nous prendre nos équipes. Parce que ça dépend du pays qui l'engage. Mais dans chaque pays, il y a des joueurs qui sont là-bas et qui ont été quand même des porte-standards des nations. Ali fait partie, Belmadi fait partie. C'est comme Malou du Burkina. Moi, je pense que c'est comme ça avec nos amis guinéens aussi, Kaba Diawara, et nos amis maliens, Alfseni Diawara. Je pense que l'expertise locale n'est pas mal. Maintenant, ce qui faisait défaut pour l'expertise locale, c'est de les mettre dans de très bonnes conditions. Et je pense qu'ils ont compris. Ils sont en train de mettre dans de très bonnes conditions nos locaux et ils sont en train de faire de bons résultats. Je pense que c'est ça. L'expertise, comme on le dit, les sorciers blancs. Mais ils ont les mêmes diplômes en général. Hein. Ce qui fait la différence, c'est que nous, souvent, on a plus de regard vers eux que nos locaux. Et voilà que nos locaux sont en train de tisser leur pagne dans cette Afrique-là. Et il faut faire confiance en eux. Je pense que c'est une bonne chose. Et chapeau à Belmadi, chapeau à Aliou, chapeau à Malou. Coach, après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, il y a d'autres séances qui attendent l'équipe nationale du Sénégal. Les barrages pour la qualification pour le mondial au Qatar 2022. Le Sénégal doit jouer la double confrontation, c'est-à-dire 2 matchs contre la même équipe égyptienne. Votre mot par rapport à cela? Mais l'appétit vient en mangeant. On ne peut pas être dans cette situation-là, gagner une Coupe d'Afrique avec ces garçons-là. Euphorie. Je pense qu'il doit revenir sur terre et préparer le match égyptien. Mais tout est possible pour moi. Tout est possible, Olivier. Nous avons une équipe qui, nous allons nous déplacer vers le Caire, pour jouer contre l'Égypte. Je pense que quoi soit la pression, nous avons une équipe sénégalaise qui est très fort mentalement, qui peut vraiment aller nous donner satisfaction. Et on les attend au retour. Je pense qu'actuellement, cette équipe sénégalaise, pour moi, devait se qualifier pour le mondial. Parce que nous avons cette équipe, nous avons le moral très haut, nous avons aussi des garçons qui y croient, et nous avons un coach qui y croit. Et de surcroît, nous avons aussi un staff technique qui est en train de bien étoffer Aliou, croit aussi à ça. Selon vous, on doit maintenir cette équipe et aussi ou bien renforcer parce qu'il y a le jeune Sofiane Diop et aussi voilà, Camara qui s'intéresse aussi à cette équipe. Mais il n'y a pas de barrière. Pour moi, actuellement, s'ils déclarent pour venir, je pense qu'il faudrait les faire venir. Parce que moi, dans cette équipe aussi sénégalaise, il faut qu'on en parle. Il y a des garçons, pour moi, il faut qu'on commence à un peu les zapper. Je ne dis pas le nom, mais ils sont là-dedans, qui n'ont pas trop de valeur par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Mais le Sofiane Diop, tout le monde a vu Sofiane Diop à l'Est Monaco. Nous avons vu le jeune Camara, Bouakar Camara, qui est un milieu de terrain de cette équipe marseillaise. Mais qui sont très bons. Je pense que s'ils déclinent leur offre de venir, je pense qu'Aliou doit les prendre. C'est comme le cas de Bounassar. Bounassar, au départ, quand il décidait pour venir jouer à l'équipe nationale, j'ai entendu même des gens dire qu'on va le trouver dans le terrain pour le faire sortir, ou bien on ne va pas le laisser entrer dans ce terrain-là. Je pense que non, il faut laisser ce genre de trucs-là. Parce que ces garçons-là, ils ne sont pas nés au Sénégal. Ils sont nés quelque part en Europe, mais qui d'abord ils n'ont pas de repères. Mais aujourd'hui, ils ont des repères pour dire qu'ils vont revenir dans leur cher pays. Mais il faut les laisser venir. Je pense qu'il n'y a aucun souci sur ça. Maintenant, on peut me dire le contraire. Pourquoi ils ne sont pas venus très tôt? Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Nous avons vu des joueurs français au départ qui jouaient pour la France, après sont allés jouer pour leur pays d'origine. On a vu beaucoup d'exemples ici, mais il faut leur donner cette chance-là. Bounassar fait partie, il est venu. On ne me dira pas qu'il n'a pas fait une bonne canne. Bounassar était un bon latéral droit et qui a fait une très bonne canne pour moi. Et Bounassar est un exemple parmi ces exemples. Coach, même le championnat sénégalais a participé puisqu'avec la sélection du jeune Aliou Badara Faty du Casa Sport. Est-ce à dire maintenant que la fédération ou les autorités sportives doivent avoir un regard vers le football local et surtout la petite catégorie? Ça, je serai leur avocat.
parce que j'ai toujours dit, dans une équipe nationale, même si on doit faire la sélection des binationaux, ou bien des professionnels qui sont vraiment à l'Hexagone, je pense qu'il faudrait penser aux locaux. Et Fatih fait partie de ces locaux-là. Je pense aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'un garçon, quand il joue un championnat, disons un championnat correct, avec un nombre de matchs requis, et il est en train de se performer, je pense qu'il faudrait laisser œil à ce garçon. Nous avons vu le latéral du Teungueth FC qui était dans l'équipe et qui finalement qui a été enlevé par Aliou, et tant d'autres qui sont là-bas. Je pense qu'il faudrait par moment avoir l'œil sur ces garçons-là. Et je dirais à Aliou d'avoir l'œil sur ces garçons-là qui jouent dans le championnat national pour que des fois qu'on les mette en mayonnaise avec ces professionnels-là. Parce que c'est important. Moi je prends le cas de l'exemple, toujours je prends l'exemple de Claude Leroy, quand il était au Cameroun, même quand il était au Sénégal ici, parce qu'il a fait le Sénégal, quand il était au Cameroun. C'est lui qui a fait émerger beaucoup de joueurs locaux dans cette équipe camerounaise, qui a fait satisfaction de cette équipe camerounaise jusqu'au mondial. Je pense que aussi c'est comme ça. Les joueurs locaux, leur chance aussi, qu'on ait œil sur eux pour qu'ils puissent avoir le moral d'aller en équipe nationale. Merci. Parce que là, il faut d'abord préparer le CHAN, parce que c'est très important, parce que nous sommes restés pendant des années, on n'est pas parti au CHAN. Je pense qu'il faut régler ce problème-là et donner la chance aussi à nos locaux d'aller en équipe nationale A. Un conseil pour Alioune Badara Fatih, il peut se dire, maintenant je suis un professionnel, je suis allé à la CAN, je vais dormir tranquillement sur les lauriers. Un conseil pour qu'il puisse aussi travailler davantage. S'il pouvait m'entendre, c'est un moment très difficile pour lui, la transition. Moi j'étais footballeur ici au Casa. C'est vrai, je n'ai pas été sélectionné à l'équipe nationale. Mais ça c'est le domaine de Dieu. Mais nous avons vu des garçons dans notre époque, ou bien plus tard que nous, plus que nous. Ils ont été sélectionnés à l'équipe nationale. Mais après, nous avons vu qu'ils ont chuté. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention sur ça. La phase transitoire de Alioune Badara Fatih doit être bien conseillée. Parce qu'actuellement, c'est un friqué, il a beaucoup d'argent, parce qu'il vient de ce cadre-là avec beaucoup d'argent. Il doit être humble. Ensuite, il doit gérer sa carrière, Olivier. Gérer sa carrière, c'est quoi? Le temps qu'il a mis pour être vu à l'équipe nationale, il doit redoubler d'efforts pour qu'il puisse maintenir son cap. Comme on le dit, parce que tout est dans ses mains, ce garçon-là. S'il met du sérieux, je sais que si Dieu l'accepte, dans 1 an, dans 2 ans, il sera quelque part à l'Hexagone. Parce que c'est un garçon qui a la taille d'abord, et c'est un garçon qui progresse de match en match, et c'est un garçon, je pense pour moi, un garçon qui est très sérieux. Je pense que le conseil que je vais le prodiguer, c'est qu'il soit très sérieux, qu'il ne soit pas, comme on le dit, la noce, qu'il ne soit pas des choses qui peuvent gâter sa carrière, qu'il sera très pointu dans ce qu'il fait et qu'il embrasse toujours ce qu'il a déjà fait jusqu'à en arriver à ce stade. Je pense que si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'être vraiment dans ces lignes-là. Et je pense qu'il va donner satisfaction. Coach, nous sommes à la fin de l'émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, toujours remercier Olivier, remercier Paul, parce que ce n'est pas évident que vous êtes à Ziguinchor. Parmi tant d'entraîneurs, on vous choisit pour venir faire ces émissions-là. Je pense que je vous en remercie et vraiment dire que nous avons eu une équipe sénégalaise qui a fait rêver tout le monde. Et nous voulons aussi qu'ils continuent à nous faire rêver. Je prends le mot de Aliou. Quand il dit que cette coupe-là, elle est capricieuse, on l'a cherché depuis 2017. En 2021, on l'a trouvé. En 2022, on l'a trouvé. Donc, on l'a amadoué. Je pense qu'on va continuer d'amadouer avec cette génération-là, cette Coupe d'Afrique. Si Dieu le fait bien, qu'on essaie de le prendre 2 fois, 3 fois. Parce qu'on peut dire jamais 1 sans 2 et 2 sans 3. Merci Olivier. Coach, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, à vous aussi merci. Nous étions accompagnés de coach Cheikh Cissé de Santhiaba Club. Je remercie Paul Manga, mon caméraman, qui nous a permis aujourd'hui de réaliser cette émission au niveau
du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, là où s'entraîne l'équipe du Casa Sport qui est en déplacement pour les besoins de la Ligue 1 sénégalaise de football. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMZ Sport. Ça sera le dimanche prochain.